À 14 ans, ma vie a basculé en une fraction de seconde, brisée par un mensonge aussi froid et tranchant que l'hiver qui s'abattait ce soir-là sur les montagnes d'Auvergne. Ma sœur m'a piégée de la manière la plus ignoble qui soit. Mon père m'a frappé au visage sans même me demander ma version des faits. Ma mère a regardé ailleurs, préférant protéger son illusion de famille parfaite plutôt que sa propre fille. Ta sœur est une sainte, a-t-elle osé dire alors que je saignais sur le tapis du salon. Et moi ? J'ai été jetée dehors comme une ordure, condamnée à disparaître. J'ai vécu seule, luttant pour chaque souffle, chaque morceau de pain, pendant 20 longues années. Je pensais que c'était la fin de mon histoire, mais ce n'était que le début de ma descente aux enfers et de ma terrible, mais nécessaire, ascension vers la justice. Avant de vous raconter comment j'ai survécu à l'impossible et comment le karma a fini par frapper à ma porte avec une violence inouïe, j'aimerais savoir qui m'écoute ce soir. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'ai hâte de vous lire et de savoir que je ne suis pas seule. Abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez entendre dépasse l'imagination et pourrait bien changer votre vision de la famille. Tout a commencé ce fameux samedi de novembre 2005. Dehors, la neige commençait à recouvrir les monts du Cantal d'un linceul blanc et épais, étouffant les bruits du monde extérieur. Mais à l'intérieur de la maison familiale des Verneuil, une bâtisse en pierre imposante qui respirait la bourgeoisie de province, l'ambiance était censée être à la fête et à la chaleur. C'était le grand soir. Ombeline, ma sœur aînée de 18 ans, venait d'être admise à la prestigieuse faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand. Elle était le soleil autour duquel mes parents, Hervé et Chantal, gravitaient comme des satellites dévoués. Moi, Tiphaine, 14 ans, je n'étais que l'ombre, la petite main utile pour dresser la table, plier les serviettes et polir l'argenterie jusqu'à ce que mon reflet déformé apparaisse sur le métal. La maison sentait le rôti de bœuf aux herbes et la cire à bois ancienne. Mes oncles, tantes et cousins étaient là, remplissant le vaste salon de rires bruyants, de conversations mondaines et de tintements de verre en cristal. Je me souviens avoir soigneusement plié les serviettes en forme de cygne, un art que j'avais appris dans un vieux magazine, espérant, naïvement, qu'un jour ma mère remarquerait mes efforts et me gratifierait d'un sourire. Mais ses yeux ne cherchaient qu'Ombeline. Ombeline, avec sa robe de soie bleue, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire de princesse. Pourtant, malgré l'ambiance festive, Ombeline agissait bizarrement depuis le matin. Elle fuyait mon regard avec une insistance suspecte. Elle triturait ses doigts manucurés nerveusement, et il y avait cette lueur de panique dans ses yeux que personne d'autre ne semblait voir, car personne ne la connaissait comme moi. Elle était rentrée très tard la veille avec la voiture de papa, une berline allemande noire qu'il chérissait plus que ses propres enfants. Elle avait filé dans sa chambre sans dire un mot, claquant la porte, et n'en était ressortie que pour le déjeuner, le visage pâle sous une épaisse couche de fond de teint. Au moment du dessert, alors que mon père, le visage rougeau de fierté et de vin, portait un toast solennel à l'avenir brillant de la future pharmacienne de la famille, Ombeline a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de joie ou d'émotion. C'était une performance théâtrale, une mise en scène digne d'un Oscar, calculée à la seconde près. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise en chêne lourd sur le parquet. « Je ne peux plus garder ça pour moi !» a-t-elle crié, sa voix tremblante brisant le silence festif et figeant l'assemblée. Tout le monde s'est arrêté de manger. Mon père a posé son verre avec lenteur. « Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal ?» Ombeline a relevé sa manche de soie avec un geste dramatique, dévoilant un bras couvert de bleu violacé et jaunâtre, horrible sur sa peau pâle. « C'est Tiphaine, a-t-elle octé, pointant un doigt accusateur et tremblant vers moi. Elle m'a attaqué hier soir dans le garage. Elle était furieuse, elle était jalouse que vous soyez fiers de moi et pas d'elle. Elle m'a frappé avec le manche à balai et elle a rayé la voiture de papa en essayant de me lancer des outils de jardinage. Regardez ce qu'elle m'a fait. » Le temps s'est arrêté. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, un tambour assourdissant qui couvrait presque ses mensonges. Je fixais ma sœur, la bouche ouverte, incapable de comprendre l'énormité de ce qu'elle racontait. Je n'avais jamais levé la main sur elle. Je l'aimais, malgré ses caprices. La veille, j'étais dans ma chambre à lire sagement, loin du garage. Quoi? Non? Ai-je balbutié, me levant à mon tour, les jambes flageolantes. Je n'ai rien fait. C'est faux. Ombeline, pourquoi tu dis ça? Mais je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase de défense. Mon père, le visage tordu par une rage que je ne lui avais jamais connue, une rage pure et animale, s'est précipité sur moi. Il n'a pas posé de questions.
Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas demandé de preuves. La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vu venir. Le bruit de sa main contre ma joue a résonné comme un coup de feu dans la salle à manger silencieuse. Ma tête a basculé violemment en arrière, et je suis tombée lourdement sur le tapis perçant, le goût métallique du sang envahissant ma bouche instantanément. « Comment oses-tu » a rugi mon père, sa voix faisant trembler les murs et vibrer la vaisselle. « Ta sœur est l'honneur de cette famille, elle est notre fierté, et toi tu n'es qu'une petite sauvage jalouse et violente. » Je me suis redressée péniblement, les larmes de douleur et de honte brouillant ma vue, cherchant désespérément le regard de ma mère. « Maman, s'il te plaît. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Dis quelque chose. Défends-moi. » Elle serrait Ombeline dans ses bras, caressant ses cheveux comme on console une victime de guerre. Elle m'a regardé avec un mépris si froid, si absolu, qu'il m'a glacé plus que la neige qui tombait dehors. « Notre fille ne mentirait jamais sur une chose pareille, » a sifflé ma mère entre ses dents serrées. « Ombeline est une sainte. Et toi, tu me dégoûtes. Je ne te reconnais plus. » Les murmures de la famille s'élevaient autour de moi comme un essaim de guêpes venimeuses. « Quelle violence !» disait une tante. « À son âge, c'est pathologique » ajoutait un oncle. « Elle a toujours été l'élément perturbateur » confirmait une cousine. Personne ne m'a défendu. Même Firmin, mon cousin préféré avec qui je jouais l'été, a baissé les yeux vers son assiette, trop lâche pour affronter la colère du patriarche. « Sors d'ici » a ordonné mon père d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Il m'a attrapé par le col de mon chemisier blanc, me tirant vers la porte d'entrée comme un sac de déchets encombrant. Je trébuchais, essayant de retrouver mon équilibre, mais sa poigne était de fer. « Papa, écoute-moi. Je te jure sur ma vie que je n'ai rien fait. » Ai-je crié, m'accrochant au cadre de la porte en bois massif, mes ongles éraflant le vernis. « Tais-toi. Je ne veux plus entendre tes mensonges. » Il a ouvert la porte en grand. Le vent glacial de novembre s'est engouffré dans le hall chauffé, apportant avec lui des flocons de neige. Il m'a poussé dehors avec force, me faisant tomber sur le perron gelé. « Tu vas passer la nuit dehors, dans le froid, pour réfléchir à ta méchanceté et à ta jalousie maladive. Et demain matin, à la première heure, j'appelle le pensionnat de redressement strict. Je ne veux plus voir ton visage ici. Tu n'es plus ma fille tant que tu n'auras pas expié tes fautes. » La porte lourde a claqué. Le bruit de la serrure qui tourne a scellé mon destin. Je me suis retrouvée seule, en chemisier léger et jupe fine, alors que la température chutait à -5 degrés. À l'intérieur, ils retournaient à leur dessert, à leur chaleur, à leur vie parfaite. Dehors, je commençais à mourir. Le froid en Auvergne n'est pas simplement une température basse, c'est une bête vivante, prédatrice, qui cherche à vous dévorer dès que vous n'êtes plus protégé par des murs. En quelques minutes à peine, mes dents claquaient si fort que j'avais peur qu'elles se brisent dans ma bouche. Je n'avais pas de manteau, juste mon chemisier de fête taché de mon propre sang et une jupe qui n'arrêtait rien du vent mordant. La neige mouillait déjà mes chaussettes fines, transformant mes pieds en blocs de glace insensibles et douloureux. J'ai couru, paniqué, vers le vieil abri de jardin au fond de la propriété. C'était une cabane en bois délabré où l'on rangeait les outils rouillés, la tondeuse et les vieux vélos. Je me suis glissée à l'intérieur, tremblante de tout mon corps, me recroquevillant sous une vieille bâche poussiéreuse qui sentait l'essence, la graisse et la moisissure. Dans l'obscurité totale, je repassais la scène en boucle, encore et encore. Le sourire satisfait et imperceptible d'Ombeline cachée dans l'épaule de maman. La haine pure, incandescente, dans les yeux de papa. Pourquoi ? Pourquoi me détestait-il à ce point ? La vérité a commencé à se dessiner dans mon esprit d'adolescente. Ombeline avait dû avoir un accident avec la voiture. Elle était probablement ivre ou imprudente. Et pour sauver sa peau, pour protéger son image immaculée de fille parfaite et son entrée en fac, elle m'avait sacrifié sans une seconde d'hésitation. Je n'étais que le bouc émissaire nécessaire à sa survie sociale. Je ne pouvais pas rester là. Papa avait parlé de pensionnat de redressement. Je savais ce que c'était. C'était une prison pour enfants difficiles, un endroit où l'on brise les âmes. S'il m'envoyait là-bas avec mon dossier marqué violente, mon avenir était fini avant même d'avoir commencé. Je ne deviendrais jamais rien. Je pourrirais dans le système, étiquetée comme dangereuse. Une rage sourde, chaude et puissante a commencé à brûler dans mon estomac, plus forte que le froid qui engourdissait mes membres. Non. Je ne les laisserai pas gagner.
Je ne serai pas leur victime. J'ai tâtonné dans le noir, mes doigts gelés heurtant des objets métalliques, et j'ai miraculeusement trouvé mon vieux sac à dos d'école que j'avais laissé là après avoir joué le week-end dernier. À l'intérieur, il y avait un pull en laine gris un peu mité, oublié là, et, véritable miracle, une petite enveloppe en papier craft où je cachais mes économies de babysitting pour m'acheter des livres. 50 €. C'était tout ce que je valais. C'était ma seule fortune. J'ai enfilé le pull par-dessus mon chemisier. Il grattait terriblement, mais il était chaud. J'ai pris le vieux vélo de ma mère, celui qui n'avait pas de vitesse et dont les freins grinçaient, et j'ai ouvert la porte de la cabane avec précaution. La maison brillait de 1000 feux à travers la nuit. Je pouvais voir leur silhouette chinoise se découper à travers les rideaux du salon. Ils riaient. Ils mangeaient du gâteau au chocolat. Ils avaient déjà oublié que leur fille cadette gelait à quelques mètres de là. J'ai poussé le vélo jusqu'à la route départementale, luttant contre le vent qui essayait de me faire tomber. Une fois sur le bitume verglacé et noir, j'ai commencé à pédaler. J'ai pédalé comme une folle, comme si le diable était à mes trousses. 20 kilomètres de route de montagne séparaient notre maison isolée de la gare de Salaire. La route était noire, sinueuse, bordée de sapins menaçants qui semblaient vouloir m'attraper. Chaque phare de voiture qui passait au loin me faisait jeter le vélo dans le fossé enneigé, le cœur au bord de l'explosion, de peur que ce soit la police ou la voiture de mon père partie à ma recherche. Arrivé à la gare, mes mains étaient si gelées, si rigides, que je n'arrivais pas à tenir les pièces pour le distributeur automatique. J'ai dû les coincer entre mes poignets pour les insérer. J'ai pris le premier billet pour la plus grande ville possible, le plus loin possible de cet enfer, Clermont-Ferrand. Le train de nuit régional était presque vide. Je me suis enfermée dans les toilettes exiguës, assise sur la cuvette fermée, serrant mes genoux contre ma poitrine pour conserver le peu de chaleur corporelle qui me restait. Le contrôleur a frappé 2 fois à la porte. Je n'ai pas répondu, retenant mon souffle jusqu'à ce que mes poumons brûlent, priant pour qu'il parte. Quand je suis descendue à Clermont-Ferrand, il était 4 heures du matin. La ville était un monstre de béton gris, immense et effrayant. Je n'avais nulle part où aller. Pas de téléphone portable, car mes parents m'avaient confisqué le mien des mois plus tôt pour une mauvaise note. Pas d'amis. Pas de famille. J'ai marché dans les rues désertes jusqu'à ce que mes jambes lâchent. J'ai fini sous un pont, près de la gare routière, entouré par l'odeur âcre d'urine et de gaz d'échappement. J'ai passé les 3 jours suivants à vivre comme un animal urbain. Je fouillais les poubelles des boulangeries à l'aube pour trouver des croûtes de pain dur ou des viennoiseries invendues. Je dormais par tranches de 10 minutes, terrifié à l'idée que quelqu'un me vole mes chaussures ou ma graisse. La faim me tordait le ventre, une douleur aiguë et constante qui ne me laissait aucun répit. Mais pire que la faim, c'était la solitude absolue. J'avais 14 ans et j'étais un fantôme. Personne ne me regardait dans les yeux. Les passants accéléraient le pas en voyant ma crasse et mon regard hagard. C'est à ce moment-là, au fond du gouffre, tremblante de fièvre et de désespoir, que j'ai pris une décision irrévocable. Je ne suis plus Tiphaine Verneuil. Tiphaine Verneuil est morte de froid dans ce jardin en Auvergne. Je devais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'intouchable. Quelqu'un qui ne pleure pas. Mais avant de pouvoir devenir cette personne, je devais survivre à la nuit suivante. Et je ne savais pas si mon corps allait tenir encore quelques heures. Je me sentais glisser vers l'inconscience, le trottoir glacé aspirant le peu de chaleur vitale qui me restait. Est-ce que c'était ça, la fin? Mourir anonymement sur un pavé sale pendant que ma sœur dormait dans ses draps de soie chauffés? Je me suis réveillée, non pas au paradis comme je le craignais, mais réveillée par une odeur si divine que j'ai cru halluciner dans mon délire. C'était l'odeur riche et enveloppante du beurre fondu, du sucre caramélisé et du pain chaud. J'étais affalée contre la porte de service d'une vieille boutique située dans une ruelle étroite du vieux Clermont. L'enseigne en bois écaillé au-dessus de ma tête indiquait les douceurs d'antan. La porte s'est ouverte brusquement, me faisant basculer en arrière sur les pavés. Une femme se tenait là, encadrée par la lumière dorée de l'intérieur. Elle était imposante, la soixantaine bien sonnée, avec des cheveux gris fer tirés en un chignon strict et un tablier blanc couvert de taches de farine et de chocolat. Elle avait un visage sévère, marqué par des rides profondes de fatigue et de soucis, mais ses yeux étaient vifs, intelligents et scrutateurs. C'était Madame Bettencourt. « Qu'est-ce que tu fais là, à bloquer ma livraison de farine ?» a-t-elle aboyé. Sa voix était rauque, comme celle de quelqu'un qui a trop fumé ou trop crié sur des apprentis incompétents. J'ai essayé de me lever par respect,
mais mes jambes étaient en coton et refusaient de me porter. Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas gêner. Je m'en vais. J'ai fait un pas chancelant et le monde a tourné autour de moi. Elle m'a rattrapé par le bras avec une poigne de fer surprenante pour son âge. Tu as faim, gamine? C'était plus une affirmation qu'une question. Je n'ai pas pu répondre. Mon estomac a gargouillé si fort que c'en était humiliant, répondant à ma place. Elle a soupiré, un son profond qui venait du fond de sa poitrine. Allez, entre avant que je ne change d'avis. Je ne veux pas de cadavres devant ma porte, c'est très mauvais pour le commerce et ça fait fuir les clients. Elle m'a fait entrer et m'a assise sur un tabouret dans l'arrière-boutique. C'était un endroit magique, chaud et saturé d'odeurs sucrées. Les fours énormes ronronnaient comme de grosses bêtes bienveillantes. Elle a posé devant moi un bol de chocolat chaud épais, noir et brillant, et une brioche encore fumante, dorée à la perfection. Je me suis jetée dessus, dévorant comme si on allait me l'arracher, me brûlant la langue sans m'en soucier. Elle m'a observé en silence, essuyant un plan de travail en marbre avec un torchon propre. Une fois que j'ai eu fini et léché mes doigts, elle a croisé les bras sur sa poitrine. Alors? Tu t'es enfui de chez toi? La police te cherche? J'ai figé. Mon sang s'est glacé. Si je disais la vérité, elle, comme tout adulte responsable, appellerait la police. La police appellerait mes parents. Et je finirais en maison de correction, exactement comme mon père l'avait promis. Je suis orpheline, ai-je menti, ma voix rauque et cassée. Je viens de Lyon. Le foyer a brûlé, enfin, j'ai dû partir. Il n'y a personne qui me cherche. Personne au monde. Elle m'a fixé longuement, ses yeux plongeant dans les miens. Je savais qu'elle ne me croyait pas. On ne devient pas orpheline avec des chaussures de marque, même sales et abîmées. Mais elle a vu quelque chose dans mes yeux. Peut-être la terreur pure d'un animal traqué. Peut-être la détermination farouche de survivre. Je m'appelle Madame Bettencourt. Je suis veuve. J'ai perdu mon fils il y a longtemps. J'ai besoin de quelqu'un pour récurer les casseroles brûlées et nettoyer le sol chaque soir. C'est un travail dur, sale et fatigant. Je ne paie pas grand-chose, mais il y a une petite chambre mansardée en haut, chauffée, et tu mangeras à ta faim tous les jours. Si tu voles une seule pépite de chocolat ou un seul centime dans la caisse, je te coupe la main et je te jette aux flics. Compris? J'ai hoché la tête frénétiquement, les larmes aux yeux. Compris. Merci. Merci madame. Je travaillerai dur, je vous le promets. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Ce n'était pas facile, loin de là. Madame Bettencourt était une patronne exigeante et perfectionniste. Elle tolérait zéro erreur. La pâtisserie, c'est de la chimie, Tiphaine. 1 gramme de trop et tout est fichu. Criait-elle quand je dosais mal la farine ou le sucre. Mais c'est là, au milieu des vapeurs de cacao et de vanille, que j'ai découvert mon don caché. Un jour, alors qu'elle préparait sa ganache signature pour des truffes, j'ai froncé le nez en sentant l'arôme. Il manque quelque chose, ai-je murmuré pour moi-même. Elle s'est arrêtée net, le fouet en l'air, me foudroyant du regard. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, la plongeuse? J'ai pris mon courage à 2 mains. Le chocolat, il est trop plat. Il manque de profondeur. Si vous ajoutez une pincée de fleurs de sel de Guérande et peut-être une infusion légère de thym citronné, ça relèverait l'amertume et donnerait du caractère. Elle a ri, un rire sec et incrédule. Tu te prends pour un chef étoilé maintenant? Mais piquée au vif, elle a essayé. Elle a ajouté le sel. Elle a ajouté le thym. Elle a goûté. Et pour la première fois en 6 mois, j'ai vu un vrai sourire fendiller son visage sévère. Elle m'a regardé avec une lueur nouvelle. Tu as un palais, gamine. Un palais absolu. C'est rare. Très rare. À cet instant précis, j'ai réalisé quelque chose de fondamental qui allait changer ma vie. Ma famille m'avait traité d'inutile, de bonne à rien. Mais ici, dans cette cuisine modeste, mon avis comptait. J'avais de la valeur. J'avais un talent. Et vous, cher auditeur, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous accepté cette vie dure de labeur manuel pour échapper à votre famille toxique, ou auriez-vous tenté de retourner chez vos parents pour vous expliquer et demander pardon pour quelque chose que vous n'aviez pas fait?
Dites-le moi maintenant dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre choix. Je lirai vos réponses avec attention. J'ai travaillé dur. Plus dur que n'importe qui. Je voulais effacer Tiphaine Verneuil de la surface de la Terre. Je voulais devenir quelqu'un d'autre. Mais je ne savais pas que le passé a une façon cruelle et inévitable de refaire surface, surtout quand on commence à réussir. Les années ont passé, non pas en jours ou en semaines, mais en recettes maîtrisées et en fournées de pain. J'ai appris à tempérer le chocolat sur le marbre froid jusqu'à ce qu'il brille comme du satin noir. J'ai appris à dompter le caramel brûlant. À 18 ans, j'ai utilisé mes premiers vrais salaires accumulés sou à sou pour changer légalement de nom. J'ai choisi Valmont, le nom d'un sommet majestueux et inaccessible que j'avais vu sur une carte postale. Tiphaine Verneuil n'existait plus administrativement. J'étais née une seconde fois. Quand Madame Bettencourt est décédée, 10 ans après mon arrivée, elle m'a légué la boutique dans son testament. C'était sa dernière leçon de générosité dissimulée sous sa rudesse habituelle. J'ai pleuré à son enterrement, seule sous la pluie, bien plus que je n'aurais pleuré pour mes propres parents s'ils étaient morts. Elle était ma vraie mère, celle qui m'avait nourrie et éduquée. J'ai transformé les douceurs d'antan en maison Valmont. J'ai tout rénové, remplaçant le bois sombre par du verre et du métal moderne. J'ai créé des chocolats qui ressemblaient à des bijoux précieux, des œuvres d'art comestibles. Les clients faisaient la queue dehors sur le trottoir. La presse locale et même nationale a commencé à parler de la jeune prodige du chocolat de Clermont-Ferrand. Mais le succès a un prix psychologique lourd. J'étais devenue obsédée par la perfection. Je terrorisais mes employés comme Madame Bettencourt l'avait fait, mais avec une froideur en plus, une distance infranchissable. Je ne faisais confiance à personne. Je vérifiais chaque fermeture de porte 3 fois, chaque compte au centime près, chaque ingrédient. La peur de la petite fille de 14 ans vivait toujours en moi, me chuchotant chaque nuit que tout pouvait m'être enlevé en une seconde, que je ne méritais pas ce bonheur. C'est là que Landry est entré dans ma vie comme un rayon de soleil inattendu. Il était architecte paysagiste, engagé pour refaire la terrasse arrière de la boutique. Il avait des mains rugueuses de travailleur de la terre mais un rire doux et profond qui désarmait mes défenses les plus solides. Vous savez, Tiphaine, m'a-t-il dit un jour en me voyant stressée et trembler sur un alignement millimétré de truffes, le chocolat est meilleur quand il est fait avec amour et joie, pas avec anxiété et peur. J'ai voulu le remettre à sa place sèchement, lui dire de se mêler de ses fleurs, mais je n'ai pas pu. Il me regardait avec une telle bienveillance qu'il voyait à travers mon armure. Il a été le premier être humain à qui j'ai raconté mon histoire. Pas tout de suite. Mais bribe par bribe, lors de longues soirées d'hiver devant la cheminée. Il n'a pas eu pitié de moi, ce que j'aurais détesté. Il a eu de la colère pour moi. Une sainte colère. Il ne te mérite pas, disait-il en serrant ma main dans les siennes. Tu as construit un empire sur des cendres et des larmes. Tu es une reine, Tiphaine. Grâce à lui, j'ai commencé à respirer à nouveau. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime, presque secrète. Pas de grande famille, pas de faux semblants, juste nous et l'équipe fidèle de la chocolaterie. J'étais heureuse. Enfin. Vraiment heureuse. Mon entreprise prospérait au-delà de mes rêves. J'avais 30 ans, j'étais respectée dans toute la région, riche et aimée par un homme merveilleux. Je pensais être intouchable, protégée par ma nouvelle identité et mon succès. Mais le destin a un sens de l'ironie pervers et cruel. Un après-midi pluvieux, un homme en costume italien coûteux est entré dans la boutique. Il avait l'air arrogant, le genre d'homme qui pense que le monde lui appartient de droit. Il s'appelait Gabin. Il représentait une grande chaîne d'hôtels de luxe international qui voulait distribuer mes chocolats dans leur suite. Nous voulons l'exclusivité totale, a-t-il dit en jetant le contrat sur le comptoir en verre sans même me regarder dans les yeux. Et nous voulons baisser vos prix de 20%. C'est à prendre ou à laisser. J'ai pris la carte de visite qu'il avait posée. J'ai lu le nom. Gabin Delacroix. Ce nom me disait quelque chose, il résonnait dans ma mémoire comme une alarme lointaine. Et puis, ça m'a frappé de plein fouet. J'avais vu ce nom dans les journaux locaux du Cantal, dans la rubrique mondaine des mariages. Gabin Delacroix, le fiancé d'Ombeline Verneuil. Ma sœur. Le monde a vacillé sous mes pieds. Mon passé venait de franchir la porte de ma boutique. Il ne m'a pas reconnue.
J'avais changé, mes cheveux étaient courts et stylés, je portais des lunettes de créateur, et j'avais cette aura de puissance que je n'avais pas à 14 ans. Pour lui, j'étais juste Madame Valmont, une commerçante de province à exploiter. J'ai appris par mes réseaux d'affaires que Gabin avait désespérément besoin de ce contrat pour sauver sa réputation, car il avait fait de mauvais investissements immobiliers. Et pire, j'ai appris qu'Ombeline vivait bien au-dessus de ses moyens, jouant à la grande dame philanthrope alors qu'ils étaient criblés de dettes cachées. J'ai pris le contrat épais. Je l'ai regardé droit dans les yeux, soutenant son regard arrogant. « Monsieur Delacroix », ai-je dit avec un calme glacial qui contrastait avec la tempête intérieure. « Votre offre est insultante pour mon travail. Et je n'aime pas les hommes qui pensent pouvoir tout acheter avec de l'argent qu'ils n'ont peut-être pas sorti de ma boutique immédiatement. » Il est devenu rouge écarlate, sa mâchoire se crispant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ma petite dame. Je peux vous détruire. Je connais du monde. » « Essayez, ai-je répondu avec un sourire froid. Mais attention, le chocolat peut être très amer quand on ne sait pas le déguster. Et je ne suis pas une petite dame. Il est sorti en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Je savais que je venais de déclarer la guerre. Mais je ne savais pas à quel point ils allaient jouer sale. J'avais sous-estimé la méchanceté et la bassesse du couple Verneuil-Delacroix. Ils n'allaient pas juste essayer de me ruiner financièrement. Ils allaient s'attaquer à mon âme et à mon intégrité. La vengeance de Gabin et Ombeline ne s'est pas fait attendre, et elle a été vicieuse, coordonnée et numérique. Une semaine après mon refus catégorique, une vague d'avis une étoile a inondé ma page Google, mes réseaux sociaux et les sites touristiques. Des centaines de faux commentaires, tous postés le même jour, à quelques minutes d'intervalle. Chocolat rance, j'ai trouvé un cheveu dans la ganache, intoxication alimentaire grave après avoir mangé une truffe Valmont, à fuir. C'était une attaque massive, conçue pour tuer ma réputation en ligne. Puis, le coup de grâce physique. Les services d'hygiène départementaux ont débarqué en pleine journée, à l'heure de pointe, devant les clients médusés, suite à une dénonciation anonyme très détaillée prétendant qu'il y avait des rats dans ma réserve et des cafards dans la cuisine. Ils ont tout retourné, ouvert chaque sac de farine, inspecté chaque recoin. Ils n'ont rien trouvé, évidemment, car ma cuisine était plus propre qu'un bloc opératoire. Mais le mal était fait. L'image des inspecteurs en tenue blanche fouillant ma boutique a marqué les esprits. Les clients chuchotaient. Les commandes s'annulaient les unes après les autres. Mon chiffre d'affaires a chuté de 40% en un mois seulement. Je me suis effondré. Le traumatisme enfoui de mes 14 ans est revenu me frapper comme un boomerang en plein visage. Je me suis retrouvée recroquevillée dans mon bureau, dans le noir, tremblante, incapable de respirer. Je revoyais le visage de mon père, sa main levée prête à frapper. Je réentendais la voix de ma mère, « Tu me dégoûtes ». Je sentais que l'histoire se répétait. J'étais persuadée que j'allais tout perdre à nouveau. Que je n'étais qu'une imposture. Que je méritais d'être à la rue. Tiphaine. C'est Landry qui m'a secoué physiquement, me tirant de ma torpeur. Il m'a forcé à le regarder dans les yeux. « Arrête ça tout de suite. Tu n'es plus une enfant sans défense. Tu es Tiphaine Valmont. Tu as construit ça de tes mains. Ils vont gagner, Landry. Ils gagnent toujours. C'est Ombeline. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. Elle est née sous une bonne étoile, et moi sous une malédiction. Non, a dit Landry fermement, sa voix vibrant de détermination. Pas cette fois. Parce que cette fois, tu n'es pas seul. Et tu as de l'argent. Tu as des ressources. Tu as des avocats. On va se battre. On va les écraser. Il avait raison. J'ai essuyé mes larmes rageusement. La peur paralysante a laissé place à une colère froide, chirurgicale et calculatrice. J'ai engagé un détective privé coûteux et un avocat spécialisé en diffamation numérique et cybercriminalité. Nous avons tracé les adresses IP des faux commentaires. Surprise, mais sans grand étonnement. Elles venaient toutes d'une agence de marketing douteuse basée à l'étranger, payée par la société holding de Gabin. Mieux encore, le détective a creusé plus loin et a découvert qu'Ombeline utilisait les stocks de sa pharmacie pour des trafics illégaux afin de financer leur train de vie luxueux. Elle vendait des médicaments sous ordonnance au marché noir et falsifiait des ordonnances. J'ai contre-attaqué avec la force d'un tsunami. J'ai porté plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse et concurrence déloyale. J'ai fourni toutes les preuves numériques à la police.
Mais je n'ai pas arrêté là. J'ai envoyé un dossier anonyme, épais et détaillé, à l'ordre des pharmaciens concernant les pratiques douteuses d'Ombeline. Le vent a tourné. La vérité sur les faux avis a éclaté dans la presse locale, transformant Gabin en paria. Ma clientèle est revenue, plus solidaire et nombreuse que jamais, indignée par cette tentative de sabotage. Mais le silence radieux du côté de ma famille était inquiétant. Je pensais que c'était fini, que je les avais repoussés et vaincus. Je me trompais lourdement. Le plus gros choc était encore à venir. Ce n'était que le calme avant la tempête finale qui allait tout emporter sur son passage. Nous sommes maintenant en 2025. 20 ans jour pour jour après mon expulsion brutale. J'avais 34 ans. J'étais dans mon laboratoire, en train de tester une nouvelle recette audacieuse au piment d'Espelette et au citron vert, quand mon téléphone personnel a sonné. Un numéro inconnu. Indicatif du Cantal. J'ai hésité. Mon cœur a raté un battement. J'ai failli ne pas répondre, pensant à une nouvelle attaque. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Tiphaine? C'est Firmin. Firmin. Mon cousin. Celui qui avait baissé les yeux à table ce soir-là, le lâche. Sa voix était grave, officielle, changée. J'ai appris plus tard qu'il était devenu gendarme, cherchant peut-être à racheter sa conscience. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé sèchement. Je n'ai pas de temps à perdre. Écoute, je ne t'appelle pas pour prendre le thé ou des nouvelles. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Ombeline a été arrêtée ce matin à l'aube, chez elle. J'ai lâché ma spatule en silicone. Le monde autour de moi est devenu flou. Les bruits de la chocolaterie se sont estompés. 20 ans. Il a fallu 20 ans pour que ces mots soient prononcés. Ce n'étaient pas des excuses sincères. C'était un aveu stratégique d'une criminelle acculée cherchant à sauver sa peau. Mais c'était la vérité. La vérité officielle. Tes parents sont au poste, a continué Firmin. Ils sont dévastés. Pas pour toi, mais pour leur réputation. Tout salaire est au courant. Le journal local a titré dessus ce matin. La pharmacienne modèle était une escroc. Le sombre passé de la famille Verneuil ressurgit. J'ai raccroché doucement sans dire au revoir. Je me suis assise sur le sol froid de ma cuisine, au milieu des sacs de fèves de cacao. J'aurais dû pleurer de soulagement. Mais je ne ressentais qu'une immense, une puissante satisfaction. Une schadenfreude délicieuse et sombre. Le karma n'avait pas juste frappé à leur porte, il avait défoncé au bélier. Ma sœur, la sainte, allait en prison. Mes parents, obsédés par le qu'en dira-t-on, étaient la risée de toute la région. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 2 décennies. Je me suis préparée mentalement. Je m'attendais à des cris. Je m'attendais à de la haine. Mais ce que j'ai entendu était pire. C'était une voix mielleuse, tremblante, une voix de comédienne jouant le rôle de sa vie. Tiphaine, ma chérie, c'est maman. Ne m'appelle pas ma chérie, ai-je répondu, ma voix tranchante comme du verre brisé. Tu as perdu ce droit il y a 20 ans. Il y a eu un silence pesant au bout du fil, puis un sanglot étouffé, parfaitement calibré. Je sais. Nous avons fait une terrible erreur. Nous étions aveugles. Ombeline nous a manipulés toutes ces années. C'est un monstre. Si tu savais comme ton père et moi souffrons de cette trahison. J'écoutais, fasciné par l'audace de cette femme. Elle ne s'excusait pas pour m'avoir jeté dans la neige. Elle se plaignait de sa propre souffrance d'avoir été trompée. C'était toujours à propos d'eux, de leurs sentiments, de leur douleur. Pourquoi tu appelles, Chantal? Je ne l'ai pas appelée maman. Nous voulons te voir. Nous voulons réparer les choses. Nous sommes une famille, Tiphaine. Le sang est plus fort que tout. Ton père, il ne va pas fort depuis la nouvelle. Son cœur est fragile. Il a besoin de toi. Il a besoin de voir sa fille cadette. J'ai failli raccrocher, mais une curiosité morbide m'a envahi. Je voulais voir leur visage. Je voulais voir la défaite dans leurs yeux hautains. Je voulais savourer ma victoire en direct. Très bien, ai-je dit. Je suis à Clermont.
Vous savez où me trouver, mon adresse est partout sur Internet grâce à mon succès. Ils sont arrivés le lendemain matin. Ma mère avait terriblement vieilli. Elle semblait petite, voûtée, vêtue de gris, loin de la femme hautaine et impeccable de mes souvenirs. Mon père n'était pas là. Il est trop faible pour voyager, le choc l'a alité, a-t-elle dit en entrant. Elle a pénétré dans ma chocolaterie, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. Elle voyait le luxe, le design, le succès, les clients élégants qui achetaient mes créations. J'ai vu le calcul froid dans son regard humide. Elle ne voyait pas ma réussite artistique, elle voyait une bouée de sauvetage financière. Elle a posé une vieille boîte en fer blanc sur le comptoir en verre. Je t'ai fait tes sablés préférés. Ceux à la cannelle. Comme quand tu étais petite. J'ai regardé la boîte avec dégoût. Je n'aimais pas la cannelle. Je n'avais jamais aimé la cannelle. C'était Tombeline qui adorait la cannelle. Même après 20 ans, elle ne savait toujours pas qui j'étais. Elle confondait ses filles. Je suis allergique à la cannelle, maman, ai-je menti froidement, juste pour voir sa réaction, pour la tester. Elle a blêmi, prise au piège. Ah, j'ai dû confondre avec le stress. C'est l'émotion. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ai-je demandé, croisant les bras, refusant de toucher la boîte. Elle a fondu en larmes, s'effondrant presque sur le comptoir. Les frais d'avocat pour Ombeline sont énormes. Même si nous lui en voulons, nous ne pouvons pas la laisser pourrir en prison sans défense. C'est notre sang. Et la banque menace de saisir la maison familiale à cause des dettes qu'elle a contractées sous notre nom en imitant nos signatures. Tiphaine, tu as réussi. On le voit. Tu es riche. Tout le monde le dit. Aide-nous. Pour l'honneur de la famille. Pour sauver la maison où tu es né. Voilà. La vérité nue. L'argent. L'honneur. Toujours l'honneur. Tu me demandes de payer pour défendre la personne qui a détruit mon enfance ? Tu me demandes de sauver la maison dont vous m'avez chassé comme un chien galeux un soir d'hiver ? Tu es sérieuse ? C'était une erreur de jeunesse. A-t-elle crié, perdant son calme et son masque de victime. On ne t'a pas tué, on t'a juste donné une leçon de vie. Et regarde-toi, ça t'a endurci. Tu as réussi grâce à nous. Si on t'avait gardé, tu serais peut-être devenue molle. J'ai senti une rage volcanique monter en moi, prête à exploser. Grâce à eux ? J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sous le comptoir. Sécurité, merci d'accompagner cette dame à la sortie immédiatement. Elle importune la clientèle. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. A-t-elle hurlé alors que mon vigile s'approchait d'elle ? Non, ai-je dit doucement mais fermement. Ma mère s'appelait Madame Bettencourt. Et elle est morte. Vous n'êtes qu'une étrangère pathétique qui a oublié le prénom de sa propre fille. Elle a été escortée dehors, hurlant des insultes qui ont choqué mes clients habitués au calme feutré de la boutique. J'ai tremblé, mais pas de peur. D'adrénaline. J'avais coupé le cordon pour de bon. Mais mon père, le patriarche manipulateur, avait encore une carte à jouer. Une carte vicieuse et émotionnelle. 3 jours après la visite désastreuse de ma mère, j'ai reçu un email sur ma boîte professionnelle. L'objet était « Dernière volonté ». C'était de mon père, Hervé. Je l'ai ouvert avec Landry à mes côtés, sa main posée sur mon épaule pour me soutenir. Le mail disait « Tiphaine, ta mère m'a dit que tu l'avais chassée comme une malpropre. Tu es cruelle et ingrate. Mais je n'ai plus la force de me battre contre toi. Mon cœur lâche. Les médecins sont formels, il me reste peu de temps. Le stress de l'arrestation d'Ombeline et de la faillite m'a achevé. Je veux mourir en paix dans ma maison. Je veux que la maison de salaire reste dans la famille Verneuil. Si tu as une once d'humanité, si tu as encore un cœur, tu paieras la dette de 50 000 € qui pèse sur la propriété. En échange, je te mettrai sur le testament et tu hériteras de tout après ma mort. Sinon, je vendrai tout à des étrangers pour une bouchée de pain et je partirai en te maudissant dans mon dernier souffle. C'est ton devoir de fille. Rachète-toi de ton comportement honteux envers ta mère. Ton père. Rachète-toi ? Landry a lu par-dessus mon épaule, furieux. C'est lui qui devrait se racheter. Et ce chantage au suicide, c'est ignoble. C'est de la manipulation pure.
J'ai relu le mail calmement. Quelque chose ne collait pas. Mon père était un manipulateur narcissique, mais il aimait trop la vie et son confort pour se laisser mourir de chagrin. Landry, appelle tes contacts à l'hôpital de Salaire. Vérifie s'il est vraiment mourant. Tu connais le cardiologue, non? 2 heures plus tard, nous avions la réponse. Mon père avait effectivement consulté aux urgences. Mais pour de l'hypertension légère et des brûlures d'estomac dues au stress et à l'alcool. Il n'avait aucun cancer, aucune insuffisance cardiaque terminale. Il allait très bien pour un homme de 64 ans. Il mentait sur sa propre mort imminente pour me soutirer de l'argent et me faire culpabiliser. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La tristesse résiduelle a disparu instantanément. Il ne restait que le dégoût absolu. Et une idée brillante, une idée de génie. Il veut que je paie la dette? Ai-je dit à Landry avec un sourire froid qui ne présageait rien de bon pour eux. D'accord. Je vais la payer. Landry m'a regardé, choqué. Quoi? Tu vas céder à son chantage? Après tout ça? Non, mon amour. Je ne vais pas donner l'argent à lui. Je vais acheter la dette à la banque. J'ai contacté mon avocat immédiatement. J'ai utilisé les liquidités de mon entreprise pour acheter la créance hypothécaire de mes parents auprès de leur banque, qui étaient ravis de se débarrasser de ce mauvais dossier toxique. Techniquement et légalement, je devenais la propriétaire de leur dette. Je devenais la banque. Je devenais celle qui tenait leur toit entre ses mains. Les rôles étaient inversés. Une semaine plus tard, j'ai envoyé ma réponse. Pas par email. Par huissier de justice. L'huissier s'est présenté chez eux à 8 heures du matin et leur a remis un dossier officiel. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque de 50 000 €. Il y avait une notification officielle de changement de créancier. Et une lettre personnelle de ma part. Cher Hervé, j'ai appris par des sources sûres que ton cœur va très bien. C'est une excellente nouvelle, car tu vas avoir besoin de toute ta santé et de ton énergie pour déménager. J'ai racheté votre dette auprès de la banque. La maison m'appartient désormais légalement. Vous avez 2 options simples. 1. Vous me remboursez les 50 000 € plus les intérêts de retard sous 30 jours, ce que je sais pertinemment que vous n'avez pas. 2. Vous quittez les lieux immédiatement. Cependant, je suis magnanime, contrairement à vous. Je vous laisse vivre là gratuitement jusqu'à la fin de vos jours, à une seule condition. Vous devez publier une lettre d'excuse publique dans le journal régional La Montagne, une demi-page, avec photo, admettant que vous avez menti il y a 20 ans, que vous avez maltraité et abandonné une enfant innocente de 14 ans et que vous avez couvert une criminelle pendant 2 décennies. Le texte doit être validé mot pour mot par mon avocat. Si vous refusez, l'huissier procédera à l'expulsion dès lundi prochain matin. Cordialement, Tiffaine Valmont, celle que vous avez jetée dehors dans la neige. J'imaginais leur tête en lisant ça. Le dilemme était parfait, cornélien, sauver leur maison ancestrale ou sauver leur précieux honneur social. Pour des gens comme eux, l'honneur était tout. Mais la pauvreté et la rue étaient pires. Ils ont craqué. L'amour du confort matériel et la peur de finir dans un logement social étaient plus forts que leur fierté mal placée. Le jeudi suivant, j'ai ouvert le journal La Montagne. En page 4, encadré en noir comme un avis de décès, il y avait le texte. Nous, Hervé et Chantal Verneuil, demandons publiquement et humblement pardon à notre fille Tiffaine. Nous reconnaissons avoir injustement accusé, frappé et abandonné une enfant de 14 ans sur la base de mensonges proférés par notre fille aînée Ombline. C'était humiliant. C'était sec. C'était visiblement forcé. Mais c'était public. Tout le village, tous leurs amis du bridge, tous les commerçants, tout le monde savait maintenant qu'ils n'étaient pas des victimes d'une fille ingrate, mais des monstres qui avaient sacrifié leur enfant. Ils ont gardé leur maison, mais ils ont perdu leur visage et leur statut social. Ils vivaient désormais reclus, les volets fermés en permanence, n'osant plus sortir par peur des regards et des murmures. Il me restait une dernière chose à faire. Une dernière boucle à boucler pour être totalement libre. Je suis allée à la maison d'arrêt pour femmes d'Orium, où Ombeline était en détention provisoire en attendant son procès. La salle des parloirs était grise, froide et sentait la javel et la tristesse. Quand Ombeline est entrée, escortée par une gardienne, j'ai eu du mal à la reconnaître. Plus de maquillage sophistiqué, plus de coiffure parfaite, plus de vêtements de marque. Elle portait un survêtement gris trop grand pour elle. Ses cheveux blonds étaient gras et ternes, sont un cireux.
Elle avait l'air de ce qu'elle était vraiment au fond, une femme vide, sans substance. Elle s'est assise de l'autre côté de la vitre blindée. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait avec une haine pure, non diluée. « Tu es contente ?» a-t-elle craché dans l'interphone. « Tu as gagné. Tu as volé la maison de papa et maman. Tu as ruiné ma vie. Tu as tout pris. » J'ai souri, sereine, pour la première fois en sa présence. « Je n'ai rien ruiné, Ombline. Tu as tout fait toute seule, comme une grande. Tu as conduit ivre. Tu as menti. Tu as volé la sécu. Tu as trafiqué des médicaments. Je n'ai fait que survivre à tes dégâts. J'étais la préférée. » a-t-elle crié, tapant sur la vitre de son poing, faisant sursauter le garde à l'arrière. « Je valais mieux que toi. J'étais l'élu. » C'est ce qu'ils t'ont fait croire pour combler leur propre vide, ai-je répondu calmement. Ils t'ont tellement gâté, tellement protégé qu'ils t'ont rendu incapable d'affronter la réalité et la moindre responsabilité. En fait, je devrais te remercier. Elle s'est figée, la bouche ouverte. Quoi ? Merci de m'avoir fait jeter dehors. Si j'étais restée dans cette maison toxique, je serais devenue comme toi. Une femme aigrie, dépendante de l'approbation de papa et maman, incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. Grâce à ta méchanceté, je suis devenue forte. Je suis indépendante. Je suis libre. Et je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je me suis levée, lissant ma jupe. Attends. Ne pars pas. J'ai besoin d'argent pour la cantine. Je n'ai personne. Gabin m'a quitté. Tiphaine. Reviens. J'ai raccroché le combiné doucement. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie sans un seul regard en arrière. Ces cris étouffés derrière la vitre blindée étaient la plus douce des musiques, le chant du cygne de mon passé. En sortant de la prison, l'air n'a jamais semblé aussi pur, aussi frais. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans un nuage. Landry m'attendait sur le parking, appuyé contre la voiture, le soleil illuminant son visage. Dans ses bras, il tenait notre fille de 2 ans, Léa. Léa a tendu ses petits bras potelés vers moi en criant maman. Avec une joie pure. Je l'ai prise contre moi, la serrant fort, enfouissant mon visage dans son cou qui sentait le lait et le biscuit, l'odeur de l'innocence. Je me suis promis, là, sur ce parking de prison, que Léa ne connaîtrait jamais le froid d'une nuit de novembre. Elle ne connaîtrait jamais le doute sur l'amour de ses parents. Elle saurait toujours, chaque jour de sa vie, qu'elle est crue, qu'elle est aimée inconditionnellement, et qu'elle est en sécurité avec nous. Aujourd'hui, Maison Valmont est une référence nationale dans le monde du chocolat. Nous exportons nos créations jusqu'au Japon et aux États-Unis. Mais ce n'est pas ma plus grande réussite, loin de là. L'argent et la gloire ne sont que des accessoires. Ma plus grande réussite, c'est le dimanche matin, quand je fais des crêpes dans ma cuisine inondée de soleil avec Landry et Léa. C'est le rire qui remplit ma maison, une maison que j'ai payée moi-même, où personne ne crie, où personne ne ment, où la peur n'a pas sa place. Mes parents sont toujours vivants, enfermés dans leur manoir sombre à salaire qui ne leur appartient plus vraiment. Ils sont prisonniers de leurs propres murs et de leurs propres mensonges. Ils m'envoient parfois des cartes à Noël, essayant timidement de renouer le lien, que je jette directement à la poubelle sans même les ouvrir. Je n'ai plus de haine pour eux. La haine demande trop d'énergie. J'ai de l'indifférence. C'est le contraire de l'amour et c'est la paix ultime. Ils sont devenus des étrangers. Ombline a été condamnée à 5 ans de prison ferme. Gabin a demandé le divorce avant même le début du procès pour protéger ses actifs. Elle est seule, face à ses choix. J'ai appris une leçon brutale mais précieuse au cours de ces 20 années. La famille, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste une loterie biologique, un accident de la nature. La vraie famille, ce sont les gens qui vous tendent la main quand vous êtes à terre dans la boue, pas ceux qui vous y poussent. C'est Madame Bettencourt avec son tablier fariné et son cœur d'or sous sa carapace. C'est Landry avec sa patience infinie et son amour inébranlable. C'est vous, qui choisissez chaque jour de briser le cycle des traumatismes et de ne pas répéter les erreurs du passé. Si vous écoutez cette histoire ce soir et que vous vous sentez piégé dans une famille toxique, si on vous a fait croire toute votre vie que vous étiez le problème, le mouton noir, écoutez-moi bien et gravez ces mots dans votre esprit, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable. Vous avez le droit de partir.
Vous avez le droit de couper les ponts, même avec vos parents, même avec vos frères et sœurs. Vous avez le droit de réussir sans eux et malgré eux. La meilleure vengeance n'est pas la colère, les cris ou la violence. La meilleure vengeance, la seule qui compte vraiment, c'est de vivre une vie si belle, si épanouie et si heureuse, qu'ils ne deviennent plus qu'une note de bas de page insignifiante et floue dans votre biographie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que mon histoire vous donnera la force de vous battre pour votre propre bonheur, car vous le méritez. C'est la fin de mon récit. Si cette histoire vous a touché, ému ou révolté, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre propre vie, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour la soutenir et partagez votre expérience ou votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul ce soir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres histoires de justice, de résilience et de vérité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez vraiment. À bientôt. Get him! Get him! Get him! Joe Dirt DVD, a carton of milk, a loaf of bread. Yes. I thought it was a stick of butter. I don't know how it goes. FurryReport.com, baby. Scarlett Johansson. Saw the ads on my TV. Joe Dirt. Oh my goodness. Oh my goodness gracious. No! Alright, who can I throw as? Because someone wants to be racist towards me. What? Who could? Guess Khonshu's got my back after all. So hard. Just wait What? till you see what's in my pouches this time. I'm picking. Oh, okay. Tommy, who should I be? Did Loki just copy my ult? I'm gonna fucking die. I'm back. How do I go to my gun? Guess Oh, that okay. makes me un-Deadpool. Question mark, question mark. I stalled point for so long. Oh, get me out of here. I don't know what she does. My fuck. I'm like out of sight and then I just get deleted by all of them. Double KO! You need to stop that vehicle in its tracks. Oh. You sure are demanding for a disembodied cosmic voice. Action before I shut this whole thing down. Thank goodness there's What just happened? I just got obliterated. What the f- I think I just got obliterated actually. Attack a potential hotspot. Better stop that vehicle! Yeah. Oh my goodness, bad idea. Please! Stop them! Oh! Deadpool. Wait, how am I supposed to run away? Thank you, Tommy. What happened? What I do? I got this. By the eye of Agamotto! I got you. I'm back. Guess that makes I me can't see anything. un-Deadpool. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. Or I could wait till the very last You're moment dead to crush right all their dreams. I stopped them by the. Oh my god! Magneto raised me to never stop fighting for what I'm stalling the point. Yeah, can you stall for like 5 minutes? That'd be nice. Thing. I disappearing. You gonna apologize to me?
What? I'm sorry for saying racist remarks. He also said he sounds beats you. serious. Because I never even actually said anything. Not what I heard. Are you gonna believe me? Or someone you've only met in real life only one time in your entire life? Yes, but I'm famous. The fact that I even met him only once just proves something. What? I've seen you thousands of times, and you've lied to me thousands of times. What? Don't give That can't be true. It's okay, because I'm gonna get the invasion. Powers of might! You're right. By the eye Oh, I killed someone! Oh, I killed someone. Couldn't fucking get me out of that shit. Someone died 10 times? I only died 4. They must have been throwing.